Et c'est après avoir pris mon premier coup de matraque que je suis venu en noir en manifestation. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est assez partagé en fait. Et ça, c'est un truc, moi, qui me paraît important parce que ça montre que c'est pas les gens qui, à un moment donné, choisissent de se criminaliser en s'habillant en noir. C'est la police qui, dans les méthodes de maintien de l'ordre qu'elle déploie, criminalise tous les gens qui sont là. Et du coup, genre, le fait de s'habiller en noir, le fait d'adopter certaines pratiques pour se protéger de la police et tout, ça vient comme réaction à ça en fait. Bonjour, Salut, on accueille aujourd'hui la mère de Gérald Darmanin, c'est moi. qui s'est radicalisée et qui est devenue militante autonome. Ouais. Alors, son fils et plus généralement le gouvernement ont tendance, pendant le mouvement contre la réforme des retraites, à qualifier l'ultra-gauche d'ennemi public numéro 1 avec des inventions assez sympathiques comme le terme d'écoterrorisme, la marotte constante du fait que les extrêmes se rejoignent afin d'apparaître comme la seule option raisonnable car pseudo-modérée. Est-ce que tu pourrais revenir avec nous sur, déjà assez simplement au niveau de la question, mais peut-être plus difficile au niveau de la réponse, nous donner une définition de ce que c'est pour toi que l'autonomie, Ok. le fait d'être autonome, donc on qualifie souvent les militants autonomes de totaux. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu sur ce milieu qui forcément n'est pas homogène, si à ta connaissance, à ta connaissance, quels sont les sujets qui fédèrent le plus et les sujets qui clivent le plus, Ok. Éventuellement, sans trop donner de renseignements à la police, quel est le parcours On salue d'ailleurs. Comment? Oui, On bien salue. sûr, bien sûr. Quel est le parcours qui t'a amené à devenir militant autonome? Ok. Bon, alors du coup, il y a plusieurs questions. Dans une, moi, je répondrais déjà sur ce qui fait un peu corps, ce qui fait un peu l'homogénéité dans la diversité des cultures de lutte autonomes. Pour juste donner un petit panorama comme ça, très rapidement, pour moi, genre, il y a plusieurs sources à ce qui se passe, à ce qu'on appelle l'autonomie aujourd'hui. Ce qu'on appelle l'autonomie aujourd'hui, c'est le cortège de tête. Et le cortège de tête, c'est un lieu dans la manifestation où il y a plusieurs cultures de lutte qui s'interpénètrent et il y a plusieurs héritages qui existent. Et ça, on le retrouve typiquement par les slogans. Par exemple, le slogan Siamo Tutti Antifascisti, c'est un slogan qui est rattaché à la tradition altermondialiste. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à Gênes en 2001. Et ensuite, pour le criminaliser, la police disait que c'était un antifasciste, sachant qu'on était en Italie, donc il y avait l'héritage des brigades rouges, etc. D'où le slogan Siamo Tutti Antifascisti, qui est un truc, un peu une composante du cortège de tête. Je citerai aussi Police partout, justice nulle part, qui là se rattache à une autre tradition de lutte qui n'est pas la tradition altermondialiste, qui est la tradition de lutte contre les crimes d'État racistes, donc qui commence avec le mouvement Immigration banlieue dans les années 90. Dans les années 90, pour rester sur le mouvement Immigration banlieue, il y a des convergences qui vont se faire par exemple avec ACT UP, qui pour moi aussi fait partie peut appartenir, en fait déjà c'est pas des catégories fixes et poreuses, mais pour moi en fait ce qui fait la différence c'est le rapport à l'État, et c'est notamment le rapport à l'institution qui préfigure dans l'État le devenir fasciste, dans lequel on avance à grands coups de rame, et qui est la police en fait. Et du coup, pour moi, la tradition de lutte autonome, il y a cet aspect-là qui est très important. Il y a aussi la tradition qui se recouvre avec l'antifascisme, qui vient de l'Allemagne, des milieux squats, etc. De manière générale, il y a ces espaces communautaires qui sont les ZAD, qui sont voilà, les squats, qui, encore une fois, ont toujours un rapport particulier à l'État, qui est un rapport de faire ses bails en dehors de ce que permet la reconnaissance légale je sais pas, de déclarer une manifestation. Enfin, après, j'arriverai peut-être pas à être aussi spécifique que ça, mais simplement pour donner un cadre d'horizon en mode genre, c'est vrai que ce qui fait l'unité entre ces trucs-là, c'est pas tant
le discours, parce que les altermondialistes, c'est genre un autre monde est possible par rapport à l'ordre néolibéral. Le mouvement immigration banlieue, c'est par rapport à l'impunité policière, au problème de l'impunité policière. Donc pour moi, en fait, ce qui fait un petit peu j'aurais tendance à le définir en fait négativement comme les traditions de lutte qui se rattachent peut-être aussi pas directement à la problématique de la lutte des classes et qui passe pas du coup directement par les syndicats. Mais bon voilà, c'est un peu large. Ensuite, genre pour moi, pour situer, moi je viens d'un tout petit coin où il y avait pas d'activité politique parce que genre c'était un milieu très rural et tout. Et en fait, il y avait eu 2016 où moi j'étais pas politisé forcément, et quand je parlais de politique, genre j'étais en mode ah non c'est cool, mais en même temps quand je voyais ce qui se passait, genre dans la rue il y avait un truc, en plus moi j'ai toujours un rapport un peu particulier à l'autorité, donc il y avait vraiment un truc qui transperçait l'écran de ok genre des personnes si elles sont suffisamment solidaires et, euh, et ensemble elles peuvent en fait mettre en échec ce qui dans la société représente un peu le endgame de l'autorité qui est la police. Et du coup, moi, ça parlait à la jeune de 16 ans que j'étais, en fait. Et après, bah, genre, je suis monté à Paris, j'ai commencé à faire des manifestations, je m'habillais pas en noir, j'allais en manifestation normale et tout ça. Et c'est en 2021, avec la loi de sécurité globale, où il y a eu notamment la manif du 12 décembre 2021, il me semble que c'est, ou 12 décembre 2020, je sais plus si c'est 2020 ou 2021, mais cette manif-là qui allait de Châtelet à République, où il y a Mediapart qui a fait une vidéo dessus pour montrer en fait ce qu'avaient été les pratiques de la police ce jour-là, c'est-à-dire littéralement terroriser le cortège, couper le cortège, il y avait des vingtaines des dizaines et des dizaines de charges, c'était abusé, et c'est là que j'ai pris mon premier coup de matraque, et c'est après avoir pris mon premier coup de matraque que je suis venu en noir en manifestation. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est assez partagé en fait. Et ça, c'est un truc, moi, qui me paraît important parce que ça montre que c'est pas les gens qui, à un moment donné, choisissent de se criminaliser en s'habillant en noir. C'est la police qui, dans les méthodes de maintien de l'ordre qu'elle déploie, criminalise tous les gens qui sont là. Et du coup, genre, le fait de s'habiller en noir, le fait d'adopter certaines pratiques pour se protéger de la police et tout, ça vient comme réaction à ça en fait. On découvre que vous avez dû avoir votre fils assez jeune par rapport à ce que vous dites, mais est-ce que tu pourrais revenir avec nous sur ce qui peut être surmontable dans des occupations étudiantes, avec même un certain nombre de lycéens, lycéennes qui peuvent participer, donc un public très jeune et un public autonome qui est relativement réactif à l'organisation. Et du coup, ça peut être aussi assez compliqué de créer des choses en commun ou pas. Moi, je suis pas certaine que les autonomes soient réactifs à l'organisation. Je pense que, je veux dire, il y a quand même, quand tu mets au centre de ta pratique le fait que tu crois pas en la politique représentative et que du coup tu cherches une horizontalité dans les rapports qui existent dans un groupe politique, déjà par rapport à ce qui existe en dehors, par rapport à la manière de se rapporter traditionnellement à la politique, il y a beaucoup de choses à inventer et ça demande beaucoup de discussions, beaucoup de réunions. Enfin, moi je veux bien qu'on dise qu'on s'organise pas, mais en tout cas, on a des discussions très longues où on essaie d'organiser des trucs. Mais par rapport au truc des occupations, déjà sur le fait que ça aurait disparu, etc., je sais pas si tu penses à ce mouvement en particulier. Lors de ce mouvement-là, c'était compliqué. Alors après, quelques tentatives au début dans le mouvement étudiant qui ont été réprimées de façon assez sauvage. Mais oui, c'était particulièrement flagrant qu'il y a eu extrêmement peu d'occupation d'université. Je parle même pas d'occupation de lieu de travail,
Ou ça commence à dater, Bah, je pense que par rapport à ça, moi je parlerai pas de l'occupation des lieux de travail parce que je sais pas là où je milite, donc je pourrais pas dire et je laisserai les gens qui s'organisent dans des syndicats en parler, le font mieux que moi. Mais en tout cas, par rapport aux occupations de fac, c'est quelque chose euh, on- il y a des steps qui sont passés, parce que moi je me souviens euh, avant le Covid, quand il y avait un blocage ou une occupation de fac, la première chose que faisaient les présidents, c'était pas envoyer la police. Et là, il y a la première occupation de fac qui a été tentée en Île-de-France, c'était autour du 20 janvier, il me semble. Et donc c'était vraiment la première semaine du mouvement, c'était au campus Condorcet. Et la police a été appelée en 10 minutes. Il y a eu 29 interpellations, 29 placements en garde à vue, des dingueries qui sont passées en garde à vue. C'était au Comico dans le 93. Des dingueries du type simplement, par exemple, genre ils ont mis toutes les personnes assignées hommes, ils les ont mis genre dans la même cellule. Enfin, genre ils ont fait des cellules là où il y avait des cellules où tu dois avoir une ou deux personnes, ils ont mis 9 personnes, et ça pendant plusieurs heures. Ce qui, genre concrètement, en fait, si jamais on veut chercher à poser le mot juste, on est obligé d'appeler ça de la torture, de la même manière que lorsque la police prend les empreintes forcées contre le consentement des personnes, en les maintenant, en les tasant. Il y a eu un cas, il y a un an de ça, où il y a quelqu'un qui s'est fait interpeller suite à l'ouverture d'un squat et qui a été tasé pour qu'on lui prenne ses empreintes et son truc ADN. Donc bon, voilà. En fait, pourquoi je dis ça, c'est pour dire il y a eu un signal très clair de la part du pouvoir qui a été voilà ce que ça va être le prix pour avoir un lieu comme ça. Donc ça, je voudrais déjà le signaler sur le fait que ça fasse peur au pouvoir. Et la raison pour laquelle ça fait peur, notamment sur des facs qui sont intramuros, etc., c'est que ça crée potentiellement en fait, des endroits qui sont des espaces de concentration et qui, en fait, très concrètement, servent à partager les informations, à savoir où est-ce qu'on peut se rendre utile, etc., indépendamment de son affiliation syndicale ou non, ou à quoi que ce soit. Et en fait, ça sert à ça, un lieu comme ça, un lieu qui peut être... c'est comme la Maison du Peuple à Rennes. La raison pour laquelle Rennes a été l'endroit dans le mouvement social où ils ont été les plus efficaces, c'est parce qu'ils avaient un endroit qui était la Maison du Peuple. Et d'ailleurs, il y avait une pression policière assez intense. C'est-à-dire que, genre, on a bien vu que le prix d'un lieu occupé, bah, il était élevé parce qu'en fait, genre, ils se sont fait virer, ils ont dû y retourner, ils se sont fait virer, ils ont dû y retourner, tout ça. Les lieux d'occupation, c'est un truc qui demande énormément d'énergie, qui est vraiment très 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 énergivore. Et si jamais il n'y a pas suffisamment de monde, en fait, ça pourrit. Et ça, par exemple, c'est des choses qui ont pu se produire lors d'occupations de théâtre pendant le Covid, où il y a ils laissaient pourrir les occupations parce qu'en fait, c'était juste une enclave militante dans la ville. Il n'y avait pas un mouvement social autour qui faisait venir des gens de l'extérieur pour faire vivre le lieu et tout ça. À la question 1, tu as spontanément associé le mouvement autonome au cortège de tête. Ouais. Du coup, on va mettre les pieds dans le plat. Tu nous parles de l'hostilité évidente et manifeste qu'il y a entre les autonomes et la police, mais on observe aussi, et je dis pas ça pour semer la zizanie, parce que je pense que la discorde est déjà là, on observe des problèmes, on va dire de façon féminisante, entre les autonomes et les syndicats. Bon, alors je vais te poser ma question. Donc, comme tu l'as rappelé, le Black Bloc, il émerge, il prend cette forme-là en 2016 contre la loi travail. À ce moment-là, c'est relativement un choc à la fois pour la population générale et pour la gauche, parce qu'on était un peu dans nos routines, quoi. On faisait nos manifs, Bastille République, et puis c'était festif, et puis on rentrait chez soi. Donc, le Black Bloc fonctionne de façon assez évidente, je pense, comme une espèce de mauvaise conscience de la gauche, qui est là pour rappeler l'insuffisance des manifestations pacifiques répétées, peu importe le nombre de manifestants, on a pu l'observer à nouveau lors de ce mouvement-là.
voir l'insuffisance de grève qui viendrait s'ajouter à ces manifestations-là. Et du coup, le Black Bloc vient et, d'une certaine façon, met en scène, parce qu'il y a aussi une certaine ritualisation de la chose, une confrontation directe avec l'État et, comme tu le disais tout à l'heure, avec sa première institution répressive. Moi, je ne le vois pas nécessairement comme ça. D'accord, ok. Alors, je vais au bout de la question et tu pourras revenir sur la formulation avec laquelle tu n'es pas d'accord. Sur le fait que c'est une mise en scène, tu n'es pas d'accord? Je suis pas d'accord sur le fait que c'est nécessairement la confrontation directe qui va être l'aboutissement du cortège de tête. Pour moi, l'aboutissement du cortège de tête, c'est genre en fait, c'est la logique. C'est en effet, il y a l'État qui vient, qui sort sa police, etc. Mais c'est parce qu'il y a des choses qui sont attaquées qui fait que l'État considère que c'est plus opportun de juste réprimer. J'ai vraiment pas envie de tomber dans des trucs de son peuple ou sa propre population parce qu'en fait, nique ça. Juste des gens qui habitent ici et qui, genre, euh, voilà, qui habitent ici et qui sont légitimes en fait de faire ce qu'ils veulent dans la rue parce que en fait, la rue, quand on est 500 dans une rue, la rue elle est à nous et je le dis pas en mode c'est un truc. Non, je dis juste factuellement c'est le cas et en fait, la rue elle est à nous. Et c'est le seul moment dans lequel, en effet, on peut, enfin, je dis on peut, mais c'est pronom impersonnel, mais il peut y avoir en fait une revanche aussi sur toutes les humiliations qu'on se prend par des frais de commission à 7,50 € quand en fait il te reste 10 balles sur ton compte. Et en fait, pour moi, c'est avant tout à ça que ça sert. Et en fait, la police, elle vient derrière parce que, elle fait son sale travail. Mais pour moi, l'objectif, c'est plus de s'empouvoirer plutôt que d'essayer de... C'est pas, pour moi, le fait de se confronter directement aux flics avec tout l'arsenal qu'ils ont pour nous faire. Concrètement, c'est pas le truc le plus empouvoirant. Et moi, ce que je recherche dans le cortège de tête, c'est, et de manière générale, c'est ce truc empouvoirant de, en fait, on est ensemble, il y a, du fait qu'on soit ici, il y a une solidarité concrète qui existe entre nous. Et je pense que ça, c'est un truc qui est important. Avant les solidarités concrètes, quand il y avait des concentrations ouvrières, que du coup les syndicats, ils pouvaient militer dans le lieu de la production et tout ça, et qu'en fait, en faisant ça, ils parlaient directement aux masses. En fait, quand il y avait ça, les solidarités concrètes politiques des gens, elles passaient par ce genre d'orgas qu'étaient les syndicats. Aujourd'hui, avec toutes les mutations néolibérales qu'il y a eu depuis les années 80, avec l'atomisation des collectifs de travail, avec le fait de mettre des heures de travail qui changeaient pour les gens, pour niquer les collectifs, toutes les attaques aux droits syndicales qu'il y a eu aussi. Je n'arriverai pas à citer dans la technicité, mais moi je me souviens que la dernière fois que j'ai parlé à un mec qui était éboueur, il m'expliquait que en fait, tous les 5 ans, il mettait une petite condition en plus dans le fait de faire grève. Et que voilà, ça changeait comme ça progressivement et tout ça. En fait, ça fait que les gens, ils ont besoin de trouver une solidarité concrète et politique en dehors du cadre syndical. Et ça passe par, en l'occurrence, le cortège de tête, mais ça passe aussi par plein d'autres choses, des lieux communautaires, des squats et tout ça, quoi. J'ai pas répondu à toute la question. J'entends ce que tu dis. Alors, du coup, je m'éloigne un tout petit peu de ma question, puis je reviendrai après pour réagir par rapport à ce que tu viens de dire. Je pense qu'on est aussi relatif, qu'il ne faut pas se laisser prendre à l'illusion, je ne sais pas si c'est ton cas, hein, mais du fait que le cortège de tête est de plus en plus étendu, mais aussi parfois avec une dimension où ça devient un peu un no man's land, avec beaucoup de gens... Tu parlais de... Okay. Ouais, vas-y. Pardon, avec beaucoup de gens qui sont aussi là un peu comme des touristes, à savoir que... Mais alors, cette dimension de ressentir de la puissance, les touristes peuvent la ressentir aussi. Moi, je sais que... personnellement, je vais dans le cortège de tête, mais je fais rien. En fait, je suis là juste pour observer, parce que sinon je me fais chier dans la manif, et que là, du coup, je me fais plus chier du tout, et que ça devient un moment extrêmement exaltant. Et c'est super impressionnant, parce qu'on est quand même dans des existences où ce type de violence-là, on y assiste quasiment jamais. Du coup, j'en viens à ma question
qui réagit à ce que tu as dit. En gros, et c'est intéressant, tu dis l'expérience du cortège de tête quand on est relativement actif dedans. Ce qui est vraiment le cas. Non, d'accord, enfin oui, mais c'est ce que je dis aussi, c'est qu'en fait on peut le ressentir en étant assez passif. Mais non, qu'on soit passif ou actif, c'est une expérience de ressentir de la puissance collective. Ça j'entends bien. Est-ce que quand même, derrière la stratégie du Black Bloc, même si on sait bien que le Black Bloc c'est tout un tas d'individus et de micro-groupes, donc il n'y a pas de structure homogène, mais est-ce qu'il y a une volonté au-delà de la puissance qui se dégage pour les gens présents à un moment T sur le terrain, euh, vis-à-vis de l'extérieur? Tu disais avant les syndicats, ils étaient là pour pouvoir parler directement aux masses. Alors, je sais pas Quand il y avait des concentrations ouvrières, ouais, des concentrations ouvrières qui le permettaient. Aujourd'hui, alors je dis pas que c'est la stratégie du Black Bloc, mais aujourd'hui ces concentrations ouvrières elles sont plus là. Ouais. Par contre, on a, ce qu'on n'avait pas avant, BFM et CNews qui font de l'information en continu. Et avec quelque chose d'assez intéressant, c'est que évidemment c'est médias mainstream, donc CNews on sait que ça appartient à Bolloré, BFM je sais pas à qui ça appartient, mais ça appartenir à une ordure. Évidemment politiquement ils vont être complètement hostiles à ce que porte le Black Bloc. Par contre, pris dans les logiques d'audimat, ils vont retransmettre en permanence un peu ce qui se passe, en se considérant aussi qu'ils y gagnent par rapport au fait qu'ils vont diaboliser le mouvement, et ils vont permettre de monter un peu les syndicats, les gentils syndicats contre les méchants Black Bloc. Du coup, j'en viens peut-être à la... Moi, je voudrais faire remarquer que par rapport à ce traitement médiatique, on a beaucoup entendu une petite musique qui était de dire que les syndicats ont bien tenu leur genre. Et il s'est rien passé en dehors du cadre syndical jusque, en gros, le 49.3, où là, voilà, la chienlit est sortie. Et la chienlit, en fait, c'était les jeunes. C'était genre que des jeunes. Et c'était des gens qui, pour moi, le moment qu'on a vécu du 16 mars au genre 30 mars, où il y avait des manifs sauvages toutes les nuits, c'était vraiment un moment de massification des pratiques qui existaient déjà dans le cortège de tête. Et genre, ça c'est vraiment important, je trouve, parce que déjà ça montre en fait ce que ça apporte. C'est-à-dire que genre, c'est aussi le fait d'exister. Dans le fait d'exister, ça dit aux gens qu'il y a d'autres répertoires d'action que le truc légaliste et tout ça, et que finalement c'est pas l'ultra-gauche qui a brûlé Paris, c'est des gens qui avaient souvent été des primo-militants, mais c'est juste que des jeunes qui étaient, genre, moi j'ai croisé des gens en alternance beaucoup, j'ai croisé des gens qui étaient postmaster, et c'était genre galère, ils étaient plus à l'université et tout, beaucoup de gens en fait qui étaient tout seuls dans leur coin, et qui, au début du mouvement, sont venus au cortège de tête parce que, comme tu disais, c'était là qu'il se passait des trucs et elles étaient en touristes, entre guillemets. Et en fait, quand il y a eu ce truc du 49.3, le moyen d'action auquel spontanément ces gens se sont rattachés, ce sont concrètement ceux du cortège de tête. Ça, je pense que c'est un truc qui signale quand même le fait que il y a une lame de fond dans le phénomène, tu vois, du cortège de tête et tout, au-delà de l'intellectualisation et tout ça, genre, il y a un phénomène de fond. Il y a énormément de turnover aussi dans le Black Bloc. Je veux dire, les gens qui composaient des Black Blocs il y a 5 ans, c'est plus les gens qui composent des blocs aujourd'hui. Et les gens qui composent des blocs aujourd'hui, genre dans 2 ans, ils auront encore changé, parce qu'en fait, c'est aussi très violent. Il y a aussi beaucoup de gens en fait, qui se prennent la répression juridique, qui peuvent plus nécessairement venir dans le cortège de tête, ou qui simplement, genre, en fait, ça leur a coûté cher en blessures, en trauma. Et du coup, il y a beaucoup de turnover en fait, dans le bloc. Ça me paraît important de le dire parce que ça montre que c'est un truc de fond, quoi. C'est un truc de fond qui est là et qui est pas... c'est difficilement sécurisable. Ce phénomène de fond est difficilement sécurisable. Maintenant, je voulais revenir plus en amont de ta question parce que, genre, moi, le truc que je voulais dire par rapport à le truc des médias et tout ça, il y a eu une musique médiatique qui consistait à dire qu'il n'y avait pas de débordement à Paris, que tout se passait dans le cadre syndical, etc. C'est faux. C'est juste factuellement faux. Moi, je me souviens, la dernière manif, genre de la première partie du mouvement, avant le 7 mars, parce qu'il y a eu une pause de genre 2-3 semaines, et ensuite le 7 mars, c'est revenu. Genre, je me souviens que cette manif-là, moi, il y a eu un moment où pendant 45 minutes,
45 minutes, 1 heure, genre j'étais en mode, ok, là la préfecture regarde ce qui se passe. Elle a aucun contrôle sur ce qui se passe. Et genre, dans d'autres moments politiques, il y aurait eu une super focalisation dessus et ça aurait été le truc des gros titres. Là, en fait, ils en parlaient même pas parce que ça passait dans la petite musique de le cadre est contrôlé et tout ça. Moi, je pense que la raison pour laquelle il y a eu cette petite musique-là, c'est parce qu'en fait, ils ont essayé, pendant le mouvement des Gilets jaunes, de diaboliser par la violence directement. Et ils ont vu que ça marchait pas. Et je pense que ça la fout vraiment mal, pour le pouvoir, quand tu as 70% de soutien pour un mouvement qui est manifestement un mouvement qui se beule, qui a des moyens d'action offensives envers l'État et envers ses intérêts. Et je pense que si, il y a eu cette petite musique de dire non, mais c'était calme et tout ça, c'était genre pour que les 60% de Français ou les 70% de Français qui étaient contre la réforme des retraites commencent pas à dire en plus que la violence était justifiée. Donc pour moi, ils ont étouffé le truc, ils ont dit que ça n'existait pas parce qu'en fait, ils en avaient peur. Donc c'est là où faut faire la part des choses entre deux plans. Moi, je parle de ce que je peux expérimenter, de ce à quoi ça me sert, le cortège de tête. Et c'est de ça dont je parle, et de ce à quoi ça sert, en mode, les gens qui sont là, à quoi ça leur sert, quel intérêt ils trouvent dans le fait qu'il se passe ça à un moment donné, et ils sont d'accord avec ça, et que, en fait, le discours médiatique qui est créé dessus, en réalité, on n'a pas vraiment de prise dessus, et je pense que il peut pas y avoir de discours qui disent, en fait, le cortège de tête, ça cherche à avoir tel effet sur le débat public, parce qu'en fait, le traitement médiatique, comme on le voit avec l'exemple du début de la réforme des retraites, le traitement médiatique de ces pratiques-là, en fait, tout ce qu'on sait, c'est qu'il est fait en fonction de leur intérêt. Après, quand ça arrive, on peut être un peu interloqué en mode pourquoi est-ce qu'ils disent que c'est calme alors que c'est pas calme, et on se rend compte un petit peu après en faisant des liens avec d'autres choses, etc. Mais concrètement, moi, je sais pas, c'est plus loin de moi, c'est plus loin de mes pratiques, et pour moi, c'est pas ce qui compte. Moi, j'en ai rien à foutre de ce que va dire BFM quand je suis en manif. J'en ai vraiment rien à foutre. J'entends. Alors, je vais encore m'écarter un petit peu de mes questions. J'ai pas envie de faire l'avocat du diable ou même le rabat-joie, parce que je pense que les manifestations sauvages après l'utilisation du 49.3, elles ont été très réjouissantes. Et c'est un phénomène politique intéressant, comme tu disais aussi, avec, je pense, pas mal de primo-manifestantes dans des formes illégales. Et ça, c'est pas quelque chose d'anodin. Du coup, je vais te poser une question c'est extrêmement difficile d'y répondre. Il y avait le truc à un moment qui tournait les manifestations, c'était un conseiller de Macron qui aurait dit que Macron il ferait marche arrière sur la réforme des retraites. Si Paris brûlait, si Paris brûlait, s'il y avait une grève qui paralysait le pays, s'il y avait un mort en manif, comme ça. Bon, à moins de tuer quelqu'un nous-mêmes en manif, ce qui serait quand même un peu limite, en étant en dehors des syndicats et en tant que jeune, même en dehors des lieux de travail, ce qui serait peut-être apparemment le plus facile à faire, c'est de faire brûler Paris. Est-ce que tu n'as pas l'impression quand même que malgré la massification, comme tu dis, des personnes qui s'adonnent à des pratiques illégales, la répression notamment assez vénère, fait qu'on a un plafond de verre. On a un plafond de verre et qu'on peut difficilement compter sur le fait que des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes, alors que les manifestations, soit qui n'ont pas empêché le gouvernement de passer sa réforme en force, pouvaient réunir des millions de personnes à l'échelle de la France, et que du coup ces formes d'action illégales-là, et c'est, du coup je rejoins ma question de tout à l'heure, c'est un peu la critique de base des syndicats au Black Bloc. Alors, est-ce que c'est un faux procès? Il faudrait savoir un peu même la constitution sociologique du Black Bloc, mais c'est l'expression qui avait été reprise d'ailleurs par votre fils, Black Bourge. Et que du coup, les syndicats, dont notamment la CGT,
ont une espèce de ressentiment vis-à-vis du Black Bloc, ou en gros ça serait des espèces de jeunes bourgeois. Moi je trouve ça fou parce que le 1er mai 2021, quand le cortège de tête a sauté sur la CGT, a viré la CGT de Place de la Nation un 1er mai 2021, c'est quand même assez frappant de voir que c'était genre, je le dis avec affection, entre guillemets, mais c'était les gens qui étaient abîmés par la vie, dans le Black Bloc, qui n'étaient pas les jeunes, qui étaient moteurs de ça, en vrai de vrai. Et en fait, concrètement, c'était des gens qui étaient en CDD, en intérim, qui tapaient des gens en CDI ou à la retraite. Donc je crois qu'il faut un petit peu ramener les choses à ce qui se passe par rapport à cette rhétorique-là. C'est-à-dire que c'est plutôt d'ailleurs les gens qui, dans le bloc, sont plutôt peut-être des Black Bourges, qui, je pense, ont une espèce de réserve par rapport au fait d'aller contre les syndicats, parce que dans leur tête de bourgeois, justement, ça représente le monde ouvrier, on ne va pas s'attaquer à ça, alors que dans la tête des gens qui sont en intérim ou en CDD, en fait, les syndicats, c'est les gens qui disent parler à leur nom, et en fait, ils ne parlent pas en leur nom, ils les méprisent. Et voilà, il faut remettre un peu les choses à la place. Bon, je pose une dernière question par rapport à la violence, et après on passe à autre chose. Tu dis, j'en ai rien à foutre de ce que raconte BFM. Je suis d'accord qu'on n'est pas là pour essayer d'appréhender ce que vont raconter nos ennemis. Par contre, on peut essayer d'anticiper un peu la réaction basée. Déjà, moi il y a un truc qui m'est revenu par rapport à si jamais on pense que le cortège de tête, le moment du cortège de tête, ça va être le truc qui va comme ça se traîner, enfin qui va se propager d'une traînée de poudre et qui va devenir un soulèvement populaire où il y a une masse de personnes qui parvient à la conscience de classe miraculeusement et qui reconnaît les oppresseurs et exerce sa vengeance contre les oppresseurs. Je pense pas que factuellement ce soit ça que fasse le Black Bloc. Je pense qu'il y a des gens qui espèrent ça dans le Black Bloc, qui se représentent leur action comme devant mener à ça c'est clair. Mais je pense de manière générale que c'est toujours un petit peu facile, entre guillemets, de ramener des pratiques militantes, de ramener même un mouvement social à un référentiel imaginaire qui est la Révolution, où en fait on a une représentation de la Révolution qui est 1789, c'est les gens, ils se soulèvent, ils se reconnaissent entre eux et du coup ils reconnaissent qui ne font pas partie de leur team et ils se vengent. Je pense que c'est pas juste en fait, et c'est pas juste même vis-à-vis de nous-mêmes. Je le dis même pour des gens en fait qui, par exemple, moi j'ai entendu des gens qui, par rapport au mouvement contre la réforme de la retraite, à la fin du mouvement étaient dépités parce qu'ils se disaient mais on n'a pas fait tomber le gouvernement, on n'a pas fait, il n'y a pas eu ça n'a pas été révolutionnaire. Bah oui, mais tu faut apprécier les choses en fonction de ce qu'elles sont, en fonction de ce qu'il est possible de faire. Et je pense que c'est pas être juste avec le Black Bloc, d'attendre du Black Bloc qu'il provoque le soulèvement général. Enfin, je veux dire, ouais. Alors du coup, j'ai quand même un peu de ma dernière question autour de la violence. Je rebondis sur sa dernière phrase. C'est pas juste d'attendre de la part du Black Bloc qui provoque le soulèvement général. Ouais. Encore une fois, ça veut pas dire que je partage cette opinion-là, mais il y a un certain nombre de personnes à gauche qui considèrent que le Black Bloc nuit à cet objectif-là. C'est-à-dire qu'en fait, en mettant de façon autoritaire, c'est-à-dire non concertée, un petit groupe non concerté avec le reste du mouvement, en mettant en place un certain niveau de violence, et qu'on le veuille ou non, qui va être répercuté par les médias que j'ai cités tout à l'heure, est-ce que ça te semble possiblement pertinent que ce niveau de violence qui est très qui est très relatif, qui va être mis en place par le Black Bloc, va freiner des personnes de rejoindre le mouvement, ou sinon on aurait pu éventuellement espérer une espèce de radicalisation plus progressive? Je pense que clairement, il y a des personnes qui veulent aller en manifestation et ne pas avoir à faire avec la police et à faire du coup aussi avec le Black Bloc parce que voilà. Et je pense qu'il faut dire en fait aux gens que dans une manifestation, même une manifestation qui se passe mal, tu te mets à la fin du cortège
et tu es à peu près certain ou certaine qu'il t'arrive rien. Donc, ceci dit, quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'en effet, il n'y a pas des gens que ça ralentit le fait de cueillir ces trucs-là parce qu'ils ne veulent pas se sentir affiliés à ça, etc. Ouais, et de l'autre côté, il y a toutes les personnes qui, genre, tu as parlé de tourisme, moi je parlerais plus simplement de curiosité, mais qui ont la curiosité de venir en manifestation parce qu'il y a le cortège de tête. Donc finalement, c'est très compliqué de dire est-ce que c'est à l'un qu'on donne la prééminence ou à l'autre. Et je pense en fait, c'est des gens différents à qui ça parle. Et en fonction de, si jamais tu dis plutôt le Black Bloc, ça nuit, en fait, tu es plutôt du côté de, genre même sociologiquement, des gens auxquels ça fait peur, ce genre de choses, alors que les gens dont ça fait partie de la vie, ce rapport-là à la police, c'est pas un truc qui les dégage. Et après, genre, je sais pas, mais personnellement, je pense que ces personnes-là, elles ont plus à m'apprendre sur comment militer que des personnes qui peuvent prendre des positions morales en se désolidarisant et en disant non, il y a une idée du mal, il y a une idée du bien, et puis moi je trouve quand même que c'est mal parce que ça va contre la loi. C'est une question de priorité politique en fait. C'est juste une question de priorité politique. Moi, ma priorité politique, c'est pas les gens qui ont peur de ce qui se passe dans le cortège de tête, et en même temps, je dis qu'il y a de la place pour ces personnes en manifestation, et je pense que c'est même vraiment coupable de la part des organisations, je sais pas si c'est les organisations syndicales exactement ou des syndiqués qui disent ça et tout ça, mais je trouve qu'il y a un problème parce qu'en fait le fait de dire à ces personnes qui nous rejoignent pas parce qu'il y a un discours qui fait peur autour du cortège de tête, en fait c'est elles qui devraient dire mais vous inquiétez pas parce que vous pouvez aussi venir en manifestation et être safe, c'est elles qui devraient le dire, c'est même pas moi. Mais apparemment, c'est trop important de garder le monopole symbolique sur l'espace de lutte. Et je crois que en vrai, je crois que ça boucle un peu la boucle sur la question des rapports entre les syndicats, l'autonomie. Il y a plein de militants autonomes qui sont venus sur les piquets de grève. C'est pas un antisyndicalisme primaire. C'est un antisyndicalisme situé dans le contexte de la manifestation, parce qu'en effet, il y a des organisations syndicales qui, parce qu'elles posent un truc en préfecture, parce qu'elles ont une discussion avec le préfet, considèrent qu'elles doivent avoir le monopole sur ce qui ressort politiquement de ce moment-là. Moi, je pense que c'est pas ça. Je pense que la manif, elle appartient aux personnes qui sont là. Et je voulais dire aussi par rapport au fait que ce serait autoritaire parce que non concerté, en fait, non concerté, mais moi, ça me fait rire parce que ça me fait rire parce que ça veut dire quoi de non concerté? En vrai, c'est pas il y a une concertation, mais c'est juste qu'elle se fait pas dans un cadre bien identifiable qui peut être une AG ou un truc comme ça. C'est juste ça passe pas par le centralisme démocratique de on a ce moment, on est en AG et puis voilà. Ce qui est autoritaire, c'est pas le fait qu'il n'y ait pas de cadre de concertation qui soit reconnu comme le bon cadre qu'il faut, etc., pour mener une action. Ce qui est autoritaire, c'est quand il y a des gens qui font des trucs dans la rue, la police qui arrive, qui tape les gens, qui gaze les gens, qui fait usage d'armes de guerre sur le cortège. Ça, c'est autoritaire. J'entends vous désolidariser un peu de votre fils, mais enfin. Oui, ouais, mais bon. On a aussi assisté lors de ce mouvement-là à une espèce de... Je vais appeler le mot mouvement. Un mouvement intéressant du Black Bloc qui s'est déplacé en partie à Sainte-Soline, du coup dans des zones rurales avec des confrontations extrêmement violentes avec la police. Est-ce que tu penses que c'est envisageable pour le phénomène Black Bloc, qui est un phénomène urbain, sans évidemment que ça concerne l'ensemble des gens qui participent à ça et que ça se limite à eux et elles, d'imaginer des actions dans le cadre de mouvements sociaux ou pas, qui sortiraient du cadre des manifestations? C'est-à-dire que ces éléments radicalisés-là, c'est possible qu'ils fassent des actions par ailleurs, hein, sans doute, mais moi je trouve que par exemple ce mouvement était intéressant. Là, on dit depuis tout à l'heure une augmentation de la répression, bon, c'est évident. C'est pas évident. Faut bien se rappeler quand même que, par exemple, je vais citer Tamari
d'Amary-les-Villes, je crois. C'est une ville dans les années 90. Ça touche au mouvement immigration banlieue. Il y avait eu des crimes policiers dans cette rime-là. Ils avaient mis des banderoles sur les toits. Ils avaient envoyé le GIGN et les services antiterror pour enlever les banderoles. Donc il faut bien voir que cette accentuation de la répression, en fait, je veux dire, dans les années 90, l'antiracisme politique, il se prenait une répression qui ferait pâlir les soulèvements de la terre aujourd'hui. Donc, alors, je suis d'accord avec toi. Augmentation de la répression contre les Babtou. ouais, voilà, c'est ça. C'est ça qui est nouveau. C'est ça qui rend le truc visible. Évidemment, c'est terrible, mais est-ce que du coup, là par exemple, le 7 mars, la CGT en tête, mais l'intersyndicale disait allez, c'est le moment, bon, ça fait 1 mois et demi qu'on a lancé le mouvement, c'est le moment de durcir. Ouais. On a un certain nombre, le 7 mars au matin, avoir mis le réveil à 4 heures, à s'être levé, parti dans le froid, et essayer d'aller bloquer des dépôts de bus ou autres. Et en fait, là, patatras, tu te retrouves avec des forces policières en face de toi qui te gazent la gueule et c'est pas possible. Et du coup, au-delà de ce petit exemple précis, comment est-ce que il faut prendre en compte la répression pour penser aussi à une d'action différente? C'est-à-dire que par exemple, sur cet exemple-là, éventuellement, plutôt, alors c'est pas forcément avec les mêmes sanctions judiciaires, hein, mais plutôt que de penser à un blocage, penser à un sabotage. Un peu comme ça, des translations d'actions qui prendraient en compte un cadre qui bouge. Moi, je pense que sur la question des sabotages, moi, je me sens pas du tout compétente là-dessus parce que, le sabotage, c'est fait par les gens qui sont dans l'espace de travail, qui connaissent comment fonctionne le petit truc de production devant eux et qui, du coup, arrivent à mettre le grain de sable exactement là où il faut pour que ce soit discret et qu'il se fasse pas capter. Et donc, moi, je peux pas faire ça. Donc je sais pas si c'est à moi de le porter. Je sais pas si je pourrais vraiment répondre à une question qui, là, touche à des moyens d'action, que les travailleurs localement mettent en place. Et la question de la répression, elle se pose toujours en contexte, en vrai. Et elle se pose toujours en contexte, en fonction des gens qui sont là. Moi, je pense que le plus important, la seule règle générale, c'est que dans ce genre de... Et c'est ce que j'ai observé, moi, aussi sur le piquet, je sais pas si toi aussi, mais c'était le fait que quand il y avait la police qui arrivait, ok, on se regroupe, on discute, on parle, on voit, c'est quoi notre déterre, c'est quoi, est-ce qu'on a du soutien qui peut venir, qu'est-ce qu'on peut faire? Et du coup, je sais pas, je pense que c'est des choses qui se pensent vraiment en contexte et qui peuvent pas être abordées abstraitement. C'est intéressant tout à l'heure quand tu disais c'est complètement injuste et à côté de la plaque d'attendre de tout mouvement massif le fait qu'il fasse la révolution. Voire même peut-être le fait qu'il dégage le gouvernement Macron. Alors que c'est évidemment extrêmement difficile. Du coup, je te pose une question pour essayer de trouver aussi un peu des éléments positifs, parce que le mouvement contre la réforme des retraites, par plein d'aspects, est un mouvement assez beau. Dans les grandes lignes, ça serait quoi, toi, le bilan que tu ferais, le bilan en perspective, on va dire. C'est un peu gigantesque comme question. Donc là, tu me demandes de faire, en 10 minutes, ce que Révolution Permanente a fait, en 4 heures, avec, 7 invités, carré. Moi, ce que je remarque, c'est quoi? C'est qu'en 2019, il y avait plus de grèves, et qu'on était moins fort, et qu'en 2023, il y avait moins de grèves, et qu'on était plus fort. Donc déjà, cette espèce de truc, cette espèce de mantra, il faut construire la grève générale, je sais pas, parce que je parle du coup de révolution permanente, etc., hein, je suis obligé, mais ça me semble pas poser la bonne question. Mais j'ai pas envie de répondre sur révolution permanente, du coup, est-ce que tu peux me rafraîchir la mémoire en recentrant, C'était bilan à perspective, c'est-à-dire quels sont par exemple les éléments que tu as trouvé positifs dans le mouvement, quels éléments te semblent limités, éventuellement comment les dépasser, comment est-ce que tu appréhendes les luttes à venir contre des réformes qu'on sait vont être extrêmement violentes mais plus sectorielles, c'est-à-dire ils vont laminer les migrants, ils vont laminer les racistes, puis après ils vont laminer l'hôpital public encore plus, laminer les profs encore plus, laminer tout le monde un peu, mais les uns après les autres, quoi. Ouais, bon, déjà, il me semble que
mis à part le mouvement des Gilets jaunes, auquel en vrai de vrai j'ai pas pris part, donc je pourrais pas dire ce que ça a été le mouvement des Gilets jaunes. Mais moi, en tout cas, dans les mouvements sociaux auxquels j'ai pris part, c'était le mouvement le plus long, clairement. Donc il y a une très grande longévité, et contrairement à d'autres mouvements, c'est un mouvement qui est mort d'une belle mort, j'ai envie de dire. C'est un mouvement qui a pas pourri, où il n'y a pas eu ce truc de les chiffres qui diminuent de semaine en semaine, et ce truc grave déprimant où en fait tu vois que parce qu'il y a moins de monde, parce qu'il y a moins d'attention, les flics là peuvent se comporter de manière encore plus scandaleuse. Moi je me souviens vraiment de en 2019 le keuf là qui tire à bout portant sur la foule avec son LBD pendant une charge, bah ça voilà, ça c'est un mouvement qui mord ces lois sécurité globale aussi. C'était un mouvement où la mort de ce mouvement, elle était vraiment relou, quoi. Elle était relou. Là, c'était pas ça avec ce mouvement-là. Donc déjà, ça, c'est... moi, je note une différence. Ensuite, comme j'ai dit, il y a eu, genre... pour moi, il y a quand même, genre... Moi, en fait, il y a plein de choses que j'ai envie de dire. Déjà, j'ai envie qu'on arrête de dire que c'est la faute de l'intersyndicale. Parce que genre, tu peux pas attendre de l'intersyndicale plus que ce qu'elle n'a fait. On a quand même eu Laurent Berger qui était en mode... il a dit quoi? Il faut tout casser. Il a pas dit il faut tout casser, mais genre, à un moment, genre le 7 mars, il était en mode... Enfin, il a dit un truc complètement what the fuck, et même, genre tu voyais les gens de la CFTC qui étaient là et qui étaient... Enfin, qu'est-ce que tu peux raisonnablement demander de plus si tu es de bonne foi à la CFDT, à la CFTC, que ça? Genre, le mot d'ordre était clair, bloquer la France. Ok. Genre, ils ont lancé un mouvement, ils ont vu qu'il n'y avait pas de grève générale qui prenait. Du coup, ils ont changé le truc en mars, ils ont dit bloquer la France. Bah, ok, il y a un moment donné, on peut aussi prendre acte du fait que, l'intersyndicale, même le truc de. Moi, je pense qu'il y aurait dû avoir une manif avant le 6 juin. Genre, vraiment, je pense qu'il y aurait dû avoir une manif avant le 6 juin. Mais je pense que c'est aussi un peu facile. Je veux dire, quand il y avait eu, je me souviens qu'avant le 7 mars, il y avait déjà eu un truc putain, mais genre l'intersyndicale, elle fait une manif dans genre 3 semaines, et ça va tuer le mouvement, ça va tuer le mouvement, ça va tuer le mouvement. Genre, non, on voit bien que ça va pas tuer le mouvement, on voit bien que le 7 mars, ça a été la manif où il y a eu un vrai saut, genre vraiment un saut qualitatif dans ce que la rue déployait comme radicalité, et que derrière le 11 mars, il y a eu un saut qualitatif de la répression. Je parle de ce qui se passe à Paris, mais genre il y a eu un saut qualitatif de la répression qui réagissait à ce qui s'était passé le 7 mars, et le 7 mars, tu avais encore la petite musique de globalement ça se passe bien. Et je pense que donc moi j'aimerais bien déjà qu'on arrête de poser la question, en mode je trouve ça puéril en fait, je trouve ça puéril, et en fait je le dis parce que moi ça me rend ouf que des gens qui sont beaucoup plus marxistes que moi aient un antisyndicalisme beaucoup plus primaire que le mien, quoi. Genre je suis choqué, je suis choqué, je trouve ça ouf. Mais je reparle de révolution permanente là, ça va pas. genre, mais Tu disais tout à l'heure un peu une espèce de croisement des courbes. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que ça augure quelque chose de relativement stable sur les temps à venir, ce croisement? Moi je pense que c'est un truc générationnel. Je pense que le fait aussi que peut-être il y a eu ce croisement des courbes à partir du 16 mars, c'est peut-être à mettre en relation avec le fait qu'il y a eu une stratégie d'étouffement de tout ce qui pouvait naître sur les facs, etc., qui empêchait que il y ait justement des lieux d'occupation, etc., et que c'est à mettre en lien. Et je pense, c'était un truc générationnel. C'est à un moment donné la jeunesse qui est entrée de manière très visible dans le mouvement, et en vrai quiconque était place de la Concorde pourra pas dire le contraire. Et moi j'ai été frappé de voir que cette jeunesse-là avait une culture politique commune. La culture politique, elle s'exprimait par les slogans. Genre, je me souviens que Concorde, en vrai de vrai, moi je suis rarement allé dans des lieux où il y avait des slogans toutes les 15 secondes comme ça. Il y avait des slogans toutes les 15 secondes, ça s'arrêtait jamais. Et moi je le voyais comme vraiment quelque chose de waouh, les gens ont besoin de créer un truc qu'ils ont en commun. Et du coup,
tu vois, les slogans, ils sont là, ils continuent à sortir et ça s'arrêtait pas, ça s'arrêtait pas, ça s'arrêtait pas. Et, et ouais, pour moi, c'est genre, le croisement des courbes, il est là, le croisement des courbes, il est aussi dans la manière dont on est regardé. J'ai l'impression que, genre, maintenant c'est. Moi, je trouve que le regard des syndiqués et tout, il a changé en vrai. Genre, du début à la fin du mouvement. Enfin, moi, j'ai l'impression que, genre, il y a plus de tolérance pour des pratiques, par exemple, le graphe. Genre, j'ai l'impression que les gens qui graffent, ils se font moins emmerder par des vieux, alors que, genre, en janvier, c'était encore le cas. Donc, ouais, moi, j'ai l'impression il y a une. Genre ça a vachement apporté. Genre j'ai l'impression que ça, le fait que ce soit vraiment la jeunesse bien visible, qui était là, et je pense que c'est faux de dire que c'était la jeunesse parisienne, des beaux quartiers, etc. C'était des gens qui, comme moi, prenaient le RER pour venir à Concorde. Euh, et, euh, et ouais, genre j'ai l'impression que il y a des gains là-dessus. Enfin, c'est difficile de toute façon de dire, alors qu'en plus il s'est rien repassé quoi. Il s'est rien repassé depuis la réforme des retraites et du coup c'est difficile de voir la différence et tout. Mais moi je pense quand même que ce mouvement, genre l'air de rien, ça a été un truc. Il y a eu un truc d'intergénérationnalité aussi assez important, je pense. Après le Covid, après après tout ça, il y a eu un truc après juste le contexte dans lequel on est et le fait qu'on peut très raisonnablement et très légitimement avoir le seum contre les générations d'au-dessus. J'ai trouvé que genre, et j'ai plein de souvenirs de moments où vraiment, il fallait dire à des vieux, qui croyaient que ils pouvaient dire comment ça se passait une manifestation, et ce qu'étaient les bons moyens et les mauvais moyens de manifester. Il a fallu leur expliquer, mais en fait, t'es pas pertinent, et je t'écoute pas, et je fais mes bails, et enfin, ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a eu ce rapport de force là au tout début du mouvement et que quelque part ça a payé, que le regard il a un peu changé et tout. J'espère que ce mouvement ça a été un moment où on pouvait justement dépasser en fait ces trucs là d'opposer les pratiques, etc. Et j'ai l'impression que quand on opposait ces pratiques, justement, on essayait de le justifier théoriquement en disant non, mais cette pratique, elle sert à ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et je crois qu'il y a un truc beaucoup plus simple, en fait, qui est que, quand t'as un CDI, que t'es sur un lieu de travail fixe, et que, t'es syndiqué, et que dans ton entreprise, il y a eu une petite dinguerie à 2 ans, et que du coup, à ce moment-là, tu t'es syndiqué, et t'as commencé à. Bah, tu vas pas juste aller en manifestation de la même manière que quelqu'un qui, a sa fac fermée depuis un mois et qui concrètement voit juste sur Twitter que tous les 4 jours, il y a des flics devant sa fac. Et je pense que ça c'est un truc qui infuse quoi. Et je pense que Saint-Soline c'est un exemple magnifique de ça. C'est un exemple magnifique de ça. Tu me disais en manifestation aussi que tu as l'impression que ça a été une période assez voluptueuse d'assainissement du débat public où l'extrême droite fermait sa gueule. Ouais. Alors le problème c'est que dès que le mouvement ralentit, ils reviennent sur le devant de la scène. J'ai une dernière question bonus pour toi. Tu parlais tout à l'heure des slogans à Concorde. Est-ce que tu pourrais me dire tes slogans préférés et puis tes moments militants préférés? Ah, c'est super dur. C'est super dur. Mais si ça t'inspire pas, Parce qu'en fait, il y a ceux que je préfère, il y a les plus importants, et moi je trouve que, en vrai je pourrais pas le dire, j'ai pas envie de le dire là, ce serait un peu criminalisant, mais du coup, je vais juste dire Ziad, Konat ou Adama, n'oublie pas, on pardonne pas. Parce que pour moi, c'est le. Je sais pas, ça, c'est vraiment un slogan que tu peux pas entendre dans le cortège syndical, et je trouve que ça donne sa raison d'être au cortège de tête, de pouvoir être le réceptacle de plein de cultures de lutte différentes. Et, du coup, voilà. Et pour moi, les moments militants les plus importants, c'est quand tu fais des manifs où en fait il n'y a pas 50 000 personnes, mais tu fais des manifs où il y a 250 personnes
c'était genre à Villiers-le-Bel. Et genre, le Comico a dit ok, on autorise les gens en moto de venir à la manifestation. Et en fait, tu reçois des appels des bikers qui disent bah, en fait, là on est en train de se faire défoncer et du coup on est 250, mais on va devant le Comico pour demander des explications au commissaire. Et ça, c'était une manifestation qui avait eu lieu le jour de la célébration de l'abolition de la peine de mort et qui était organisée par le collectif Justice pour Ivo et le réseau Entraide et Vérité qui du coup faisait cette manifestation le jour où Macron était au Panthéon en train de dire qu'on avait aboli la peine de mort. Voilà. Merci beaucoup, Madame Darmanin. ACAB. Avec plaisir. Bah non.